Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 42e épisode des rencontres de Training You. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ziad, membre de l'équipe et je suis ravi d'animer ce webinaire qui consiste à inviter chaque semaine un professionnel ou une entreprise des secteurs de la corporate finance ou du conseil en stratégie. Aujourd'hui, il s'agit d'une rencontre corporate finance et je suis ravi d'accueillir et vous présenter Alexis Fontana, qui est diplômé de l'ESSEC, qui a réalisé plusieurs stages en finance durant ses études, avant de rejoindre aujourd'hui EY, où il occupe le poste de senior manager en TS dans ce même cabinet. Merci à toi, Alexis, d'avoir accepté cette invitation pour ce webinaire. Avec plaisir, Zayad. Avant de démarrer notre session, je voudrais vous présenter un peu l'agenda. Cette session sera divisée en trois parties. On commencera par parler du parcours d'Alexis et par une présentation un peu plus détaillée du Transaction Services. Ensuite, on parlera plus en détail de EY et du processus de recrutement dans ce cabinet du Big Four. Et enfin, des exits possibles après un passage en TS. Vers la fin, bien sûr, vous aurez comme d'habitude une session Q&A où vous pourrez poser toutes vos questions à notre invité, soit en levant la main ou sur le chat. Et à ce moment, je relirai vos questions. Avant de donner la parole à Alexis et de démarrer ce webinaire, je voudrais juste de présenter Trainingview pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Trainingview est une plateforme de préparation en ligne aux entretiens en corporate finance et en conseil en stratégie, cofondée par Guillaume Pommier et Young Segwan, qui étaient deux anciens banquiers M&A chez Lazare et qui ont constaté ce décalage entre les cours à l'école qui sont bons mais parfois assez théoriques et les exigences très concrètes et très pratiques d'un entretien dans ces deux secteurs. Notre objectif chez Training You n'est pas en fait, de remplacer vos cours, mais de les compléter avec du contenu plus adapté à ces entretiens et aussi pour vous former aux compétences opérationnelles dont vous aurez besoin en début de poste. Quelques chiffres sur Training You. Depuis 2019, la plateforme a formé plus de 6 000 étudiants. La majorité de ces étudiants ont suivi un de nos cours en ligne où nous avons énormément de contenu. Nous avons des partenariats avec des associations étudiantes, des écoles et des entreprises. Et enfin, nos alumni ont trouvé leur stage ou premier CDI dans plus de 200 entreprises de ces deux secteurs-là. Et vous avez sur ces slides quelques exemples de banques et boutiques où nos anciens ont trouvé leur stage. Voilà, j'ai fini avec ma petite présentation. Ma première question pour toi, Alexis, est toute simple. C'est quand et comment as-tu découvert l'univers du corporate finance? Eh bien, écoute, Zayad, moi, je l'ai découvert cet univers en école de commerce. Moi, j'étais sur les mêmes bancs de cours que Guillaume, donc, le fondateur de Training You. Cette découverte, elle a été faite par différentes étapes et de toute façon, ça se voit au travers des différentes expériences professionnelles que j'ai pu avoir. Et je pense pour les participants à ce webinaire, ce qui est le plus important, c'est de vous donner parfois les bonnes recettes pour construire ce parcours. Ce parcours, il commence déjà par une différenciation qui est assez importante, mais qui n'est pas exclusive. C'est-à-dire que il faut que vous vous intéressiez déjà à ce qui est finance d'entreprise versus finance de marché. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la finance de marché. C'est celle finalement des entreprises sur un point de vue très micro, encore plus micro dans le métier que je réalise, qui est le conseil en transaction. On utilise aussi le terme de transaction services. Et quand je dis micro, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux comptes et aux états financiers de la société pour faire face à ces différents défis. Alors, quand j'ai connu le corporate finance, je l'ai connu avant tout dans un cours de comptabilité à l'ESSEC. C'était ma première année à l'ESSEC, donc en bachelor, en première année. Et donc, je me suis intéressé à la comptabilité financière, ce qui m'a renvoyé après vers un stage chez Deloitte en audit financier. Donc là, on était sur de l'audit légal réglementé de grands groupes ou de PME ou ETI. Euh, Expérience très importante. Pourquoi? Parce que l'audit, c'est assez indispensable pour comprendre comment est produite l'information financière. Donc moi, au jour le jour, dans mon métier, j'analyse, je challenge, je décortique l'analyse financière, mais avant de faire ça, c'est important de comprendre comment cette analyse financière elle est créée, donc par des experts
ou des personnes travaillant dans les départements financiers. Et c'est vrai que l'audit, moi j'ai commencé chez Deloitte en audit en stage, c'est assez clé pour comprendre comment est généré la balance générale, comment est généré le grand livre, avant de parler des bides ajustés, de taux de change et d'autres sujets complexes des comptes. Donc ça a été pour répondre à la question, c'est ma première expérience en finance d'entreprise, c'est la comptabilité financière et l'audit. Après, deuxième expérience en finance d'entreprise, on monte un peu plus dans le bilan de la société, on s'intéresse aux opérations de haut de bilan et du coup, j'ai l'opportunité de travailler en capital investissement, donc dans des fonds d'investissement comme LFPI, donc Lazare Frères à Paris et à Genève, chez Enco Capital en Afrique du Sud, et on s'intéressait donc à des opportunités d'investissement en equity, mais aussi en dette, donc ce qui permet de travailler la finance d'entreprise sous ses différents angles, que ce soit le financement via de l'endettement ou du financement par de l'equity, donc des capitaux propres. Et ça, c'est encore très important que vous ayez ces clés de lecture dans vos stages ou vos futures expériences professionnelles, puisque que vous ne travaillez ou pas dans un fonds d'investissement, ça devient souvent vos clients, vos potentiels acquéreurs ou vos partenaires de croissance. Donc, c'est finalement, ça fait partie du parcours du combattant de la finance d'entreprise, de savoir comment il fonctionne. Donc ça, c'est ma deuxième gamme en finance d'entreprise. Et la troisième gamme, celle où j'ai voulu finalement débuter et approfondir, c'est celle de ma sortie de l'ESSEC où je suis rentré chez EY en Transaction Services et au cours de laquelle j'ai pu faire plein de dossiers dont on va discuter. Et notamment, j'ai eu mon diplôme d'expertise comptable l'an dernier pour compléter cette de la finance d'entreprise. Voilà. Et tu as un peu abordé la question que je voulais te poser là, vers la fin de ta réponse, c'est qu'à la fin de tes études à l'ESSEC, tu as rejoint du coup EY directement en CDI. Ouais. Et ma question est comment tu as réussi à décrocher cette offre directement après tes études? Alors, il y a deux mécanismes dans la sécurisation d'une offre de fin d'études. C'est celle du stage de fin d'études. Alors, moi, je n'avais pas fait mon stage de fin d'études en Transaction Services parce que je continuais de découvrir le monde du private equity. Il était question après de savoir si on débutait en private equity ou on rejoignait plutôt le métier du conseil, parce que je pense que c'est très important que vous catégorisiez au sein de la finance d'entreprise les différents métiers. Il y a du conseil, donc c'est du TS, ça peut être du conseil en strat, du conseil en restructuration, du conseil opérationnel. Après, vous avez le monde de l'investissement, donc c'est le private equity. Et après, vous avez d'autres, bien sûr, d'autres métiers, euh, comme, je ne sais pas, l'audit, hein, ça peut être une des voies que vous choisissez. Et dans le conseil, bien sûr, vous avez la banque d'affaires, puisque c'est sûrement là où la plupart des candidats candidatent à la fin de leur stage. Alors, pourquoi le TS et comment avoir sécurisé l'offre chez EY? Alors, on a de la chance, le Transaction Services, encore plus maintenant, parce qu'à mon époque, les promotions étaient très maigres. C'est-à-dire qu'on parlait de 2 à 5 candidats par, par rentrée. Maintenant, on est sur des groupes qui sont de 15 à 20 candidats chez EY, par exemple. Donc, il y a beaucoup de demandes de recrutement. Donc, comment on l'organise, cette sécurisation d'offres? C'est de se faire une liste des cabinets principaux auxquels on veut candidater. Et puis après, vous aurez la stratégie d'accrochage, d'amorçage, où je vous recommande de faire usage de votre réseau d'école, de faire usage de votre réseau personnel pour essayer de créer du lien, du grip, on appelle souvent en anglais, avec une société en particulier. Moi, en particulier. Donc, moi, en fait, en réalité, EY, c'était l'entreprise dans laquelle il y avait le moins d'essais quand je suis arrivé. Maintenant, c'est une carte qui est complètement différente, parce qu'on en a recruté beaucoup. Et ce n'est pas forcément des gens que de votre école. Moi, par exemple, c'était quelqu'un qui avait fait la même classe préparatoire que moi, qui était déjà senior chez EY, qui a passé mon CV et qui m'a permis de passer mes entretiens. Mais à la rigueur, il y a beaucoup en fonction de la qualité de vos expériences professionnelles, etc., vous n'avez pas forcément besoin de connaître quelqu'un en interne pour faire passer votre CV, mais ça témoigne quand même d'une motivation et ça témoigne aussi d'un skill qu'on attend aussi dans le monde du conseil, c'est que vous connaissiez des gens. Oui. Donc ça, c'est très important. Et puis même pour vous projeter, je pense que c'est essentiel que vous ayez contacté, que vous alliez vous construire vous alliez vous forger votre conviction sur tel ou tel cabinet, plutôt que d'avoir une approche assez holistique où vous candidatez chez KPMG, chez EY, chez Deloitte ou chez Eight Advisory sans trop de différenciation.
Donc voilà, moi, ça s'est passé via un ancien de prépa, qui est maintenant partenaire d'ailleurs chez EY, et qui avait partagé mon CV en interne. Et j'ai fait mes entretiens comme tout le monde. Et avant de rentrer un peu plus en détail dans notre sujet, peux-tu juste nous expliquer en quoi consiste en fait le métier d'analyste en Transaction Services? Ouais, alors analyste en Transaction Services, le métier de conseil ou stratège en Transaction Services, il consiste à accompagner des clients sur des mandats qui peuvent être de deux formes, le mandat buy-side ou le mandat sell-side. Et quand je dis accompagner des clients, les clients sont très divers et vont vraiment orienter la forme de la mission, puisque mes clients peuvent être des groupes de petite, moyenne ou très grande taille. Donc, c'est du corporate. Ils peuvent être des fonds d'investissement. Ils peuvent être des family office. Bref, le client peut être de formes différentes. Et l'objet de la mission, donc si on est buy-side ou sell-side, peut être très différent et donc changer mon quotidien, puisque dans les conseils que j'apporte, je les apporte dans un contexte particulier. Donc nous, on intervient en transaction services toujours dans des moments clés de la vie de la société. On arrive toujours dans des moments critiques. Donc c'est ça aussi qui rend ce job séduisant, c'est que en tant que consultant, on ne vit pas les moments mous, mais on ne vit que les moments épiques de transaction. Donc, c'est-à-dire que soit on a une acquisition qui est significative pour la société, donc là, je vais m'intéresser à une société en particulier et je vais tâcher de l'analyser et d'en déterminer les agrégats clés de transaction, ça je vais revenir là-dessus. Soit je vais conseiller un fonds d'investissement qui souhaite vendre une participation de son portefeuille au bout de 5 ans ou 7 ans. Et donc, je vais m'assurer que je maximise au travers de mes travaux le prix de vente de cette participation dans un cadre qui reste celui de notre métier. Donc, on ne va pas faire de la prévision de chiffre d'affaires sur un business plan haute. Ça, c'est des cabinets en strat qui le font. Mais en tout cas, je vais aider mon client de maximiser la valeur qu'il va retirer de la vente de cette société. Et pour répondre de manière plus concrète encore à ta question, sur les agrégats clés de transaction, c'est vraiment le cœur de notre sujet. Quand on achète ou on vend une société, finalement, c'est la réunion de deux acteurs de la transaction autour d'un prix. Oui. Alors, ce prix, il est déterminé par des méthodes théoriques, donc c'est des méthodes de valorisation, mais à la fin des fins, il est plus si théorique, finalement, ce prix, il est surtout la démonstration d'un rapport de force. Donc nous, on vient muscler notre client dans ce rapport de force pour lui donner des cartes et des axes de négociation. Donc, quand par exemple le prix est fixé sur un EBITDA, nous, on va s'assurer d'avoir un EBITDA ajusté qui soit le plus honnête et le plus objectif possible. De la même manière, si je conseille mon client à la vente, je vais avoir tendance de présenter un EBITDA ajusté qui sera le plus vendeur possible, tout en respectant quand même ce qu'on peut faire sur le marché, c'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on invente des chiffres. Mais voilà, nous l'idée, c'est, dans le cadre du rapport de force sur le prix, de donner les éléments à la partie sell-side ou à la partie buy-side pour négocier ce prix à la hausse ou à la baisse. Et on a une autre dimension qui fait plus appel à notre travail d'audit contractuel, qui vise finalement à ne pas faire un audit légal, on n'est pas commissaire aux comptes, Ouais. mais notre client nous appelle dans le cadre d'un audit TS, donc un audit contractuel, et on vient fiabiliser l'information financière. Et ça, je pense que c'est très important parce que vous aurez beau construire tous les business plans du monde sur Excel, si l'information historique n'est pas fiabilisée ou que vous n'avez pas compris comment le business s'articule au travers de ces différentes divisions, de ces différents pays, de ces différents produits, il n'y aura jamais de possibilité de rationaliser un plan d'affaires. Et le quotidien du consultant en TS, si je devais le résumer en une phrase, c'est d'être capable de comprendre l'information financière. Donc ça peut paraître simple quand je le dis, mais c'est très complexe puisque les datas sont souvent très éparses, sont très différentes d'une société à une autre. Et nous, notre capacité finalement qu'on recherche quand on arrive à des niveaux d'expérience importants, c'est en très peu de temps d'être capable de décoder la performance financière d'une société, d'en établir le diagnostic. Donc, moi, je suis normalement en mesure de partager à mes clients une vision claire et précise de comment le chiffre d'affaires ou comment l'EBITDA s'est développé sur quelques années. Ouais.
Et ça, c'est loin d'être qu'un taux de croissance, hein. Il y a beaucoup de facteurs ou de drivers à prendre en compte. Donc voilà, c'est finalement le consultant en transaction services, c'est le stratège du dirigeant de l'entreprise ou du fonds sur la partie de l'analyse financière. Et ça permet finalement, nous, ce qu'on apporte à nos clients, ça leur permet d'avoir une vision claire pour qu'ensuite, l'ingénierie financière puisse prendre tout son essor. C'est-à-dire qu'une fois que nous, on a bien compris comment une société générait de la trésorerie, par exemple, bah, mon client qui est directeur de fonds d'investissement, il va savoir mettre le bon leverage ou le bon effet de levier sur la société, sans mettre en péril la société. Merci déjà pour cette définition détaillée et précise du métier. Ma question est pourquoi faire du coup la transaction services chez un cabinet comme EY plutôt que dans d'autres cabinets plus petits? À quoi peut-on s'attendre d'un cabinet tel que EY par rapport aux autres acteurs du marché? Oui, alors sur ça, sur cette différenciation grand versus le petit cabinet, euh, ça s'applique finalement pas qu'au TS, mais au conseil en stratégie aussi. Le métier de consultant ou l'expérience en consulting, elle est très enrichissante, mais malheureusement, elle a une faiblesse qui est celle de dépendre de la mission et de l'équipe. Alors, parfois, vous allez avoir une mission sur laquelle le dossier est très intéressant, les clients sont très intéressants, la cible est très intéressante, mais pas forcément l'équipe. Sur un autre aspect, vous allez avoir un dossier peu intéressant, mais une équipe vraiment très, très sympa. Donc, vous verrez, quand vous serez en conseil en strat ou en conseil en TS, c'est ce qui va occuper votre quotidien. Et entre un consultant et l'autre, c'est rarement la même vie qu'on a même au bout de 5 ou 6 ans, puisque on se façonne au gré de nos missions. Alors, le seul aspect, c'est que pour réduire l'espace de risque sur ces deux critères, quand vous êtes dans un très grand cabinet comme EY, par exemple, mais il y en a d'autres, vous vous assurez déjà sur un premier aspect que les équipes sont d'un excellent niveau. Ça, je m'en suis rendu compte au bout des quelques années d'expérience que j'ai ici. Vous travaillez avec les meilleurs, donc ça, c'est un aspect qui, au quotidien, est intéressant sur deux aspects, parce que de un, vous apprenez beaucoup, et de deux, vous vous sentez challenger vous-même, puisqu'il y a des attentes assez importantes. Donc ça, au niveau des équipes, c'est très important. Et de deux, comme ça, sur cet aspect-là, il n'y a vraiment aucun jugement de valeur, c'est vraiment l'aspect factuel. Euh, Vous aurez beau être le meilleur consultant, si on ne vous donne pas de projet, c'est comme si vous travailliez dans la joaillerie et la haute couture, si on ne vous donne pas de projet intéressant vous sortant du commun, malheureusement, vous aurez moins d'appétit pour le job. Donc ça, on a la chance chez EY, je trouve, d'avoir des portefeuilles de clients, et on a été reconnu pour ça ces dernières semaines sur les classements, très, très, très profonds, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de volumétrie de dossiers, mais aussi en termes, au-delà du volume, on a des fonds d'investissement de premier plan. Donc ça, c'est intéressant pour construire votre culture financière. Et de deux, on a la chance d'être assez gros pour que les gros corporates nous fassent confiance. Donc finalement, on a à la fois la possibilité de faire du mid-cap, on a à la fois la possibilité de faire du large cap, et on a à la fois la possibilité de faire du large cap private equity et corporate. Et ça, je pense que c'est hyper important dans votre développement parce qu'en fonction de ces différentes missions, les axes d'analyse de nos clients sont très différents. Donc ça, je reprends là-dessus sur ce que je disais au début. Le quotidien, il dépend du client, il dépend de son profil. Si vous travaillez pour un très grand fonds américain, ce n'est pas la même chose que de travailler pour un corporate français dans une industrie en particulier. C'est à chaque fois des demandes, des rythmes de mission, des niveaux d'analyse différents. Donc ça, je veux dire, la grande différence, pour répondre à ta question en une phrase, la grande différence entre un cabinet de taille importante et parfois de plus petits cabinets qui sont spécialisés sur des tranches de marché, c'est celle-ci, c'est-à-dire de pouvoir voir tous les sujets de manière holistique. Et pour votre culture financière, c'est d'autant plus important. Et si j'ai bien compris, les missions en TS sont très, très riches et très variables et surtout stratégiques. Et aujourd'hui, tu occupes le poste de senior manager en TS. En quoi ton rôle a évolué avec le passage des différents grades? Oui, alors ça, c'est un des aspects aussi qui
pour vendre la dimension du cadre dans le consulting est assez aisée parce que, en fait, le consulting, c'est un petit peu comme une armée romaine. Vous avez des grades et à chaque grade correspond normalement des compétences et un positionnement de mission. C'est-à-dire que quand vous commencez analyste chez EY, donc analyste, pour moi, je mets ça de stagiaire jusqu'à J2, donc junior 2, c'est 2 ans d'expérience, ou 1 an si vous êtes plus rapide que les autres. Ça, finalement, vous allez apprendre à formaliser de l'information financière, à la réconcilier, à l'ordonner, à la présenter, à la restituer, un petit peu de rédaction. Voilà, c'est votre premier cap. Ensuite, le deuxième cap que vous allez pouvoir sécuriser, c'est celui du senior. Donc, le senior, normalement, c'est historiquement 3 années, même si chez EY, on est en train de changer les choses avec des parcours d'accélération de carrière. Donc, c'est 2 ans généralement. Là, le senior, il doit être capable, en autonomie sur un thème donné, de déployer des analyses et de les restituer. Donc, c'est-à-dire de rédiger et de traiter un thème. D'accord ? Donc, si je vous dis, par exemple, analyse l'évolution de la marge brute par secteur d'activité dans un pays donné, vous êtes capable de le faire. Okay ? Vous construisez, vous avancez dans votre acquisition de bagages culturels, analytiques et techniques en senior. Et après, on a une dimension dans le conseil qui est celui du manager, où le manager, lui, va rester encore cantonné à une seule mission. Jusqu'ici, vous ne faites qu'une mission à chaque fois. Vous commencez la mission, vous la traitez, vous l'exécutez, vous la rendez. Ça, jusqu'au grade de manager, c'est ce qui est attendu. Le manager, lui, va avoir une responsabilité de dossier. Donc, on va s'attendre à ce qu'il sache répondre aux demandes du client sur les différents streams d'analyse du Transaction Services, donc la génération de trésorerie, l'analyse de la profitabilité, les bits ajustés, la dette nette ajustée, etc. Ça, il doit être en mesure d'avoir la culture nécessaire pour faire face à ces différents enjeux avec le support de son équipe plus senior, c'est sûr. Et après, quand vous évoluez donc, au grade de senior manager auquel je suis, donc moi j'ai commencé en 2016, donc ça fait un peu plus de 6 ans que je pratique ce métier. Là, on arrive sur une dimension qui est assez différente puisque vous avez une logique de compte. Donc, par exemple, je suis tel compte, quand je dis tel compte, c'est tel groupe ou tel fonds d'investissement spécialisé dans le software, par exemple, et je vais m'assurer de l'exécution de l'intégralité de ces dossiers. Donc là, vous êtes sur une matrice qui est plus monodossier, mais qui est pluridossier. Vous devez assurer que sur vos 8 heures minimum de travail par jour, vous êtes en mesure d'assurer un niveau d'excellence de qualité sur l'intégralité des dossiers qui vous sont octroyés. Donc moi, j'ai une dimension beaucoup plus de management d'équipe et d'exécution sur des sujets très techniques, mais je vais être plus dans une optique, je vous le dis en toute franchise, de comment je distribue mon temps sur mes 5 dossiers pour m'assurer que le client soit heureux à la fin de la journée. Alors après, ça peut changer parce que, à nouveau, chaque dossier est différent. Si on travaille sur une opération d'OPA, sur une société cotée extrêmement complexe, il est possible qu'on ait une vision beaucoup plus monodossier en tant que senior manager. C'est la même chose pour des opérations très, très complexes de carve-out, donc c'est des séparations d'entités au sein d'un groupe. Là, en fait, après, on a tous le même nombre d'heures dans la journée, donc si on a besoin d'expérience sur un sujet, le senior manager va être focalisé dessus. Mais généralement, nous, on a plus une dimension d'exécution de plusieurs dossiers maintenant que de s'intéresser à un dossier unique. Donc voilà, chaque année d'expérience est différente. Et puis après, vous évoluez sur d'autres fonctions que l'exécution pure des missions avec, par exemple, du développement commercial ou de la recherche sectorielle. Voilà. Merci beaucoup, Alexis, pour cette présentation du secteur et de ton parcours aussi. Je passe à la deuxième partie du webinaire qui est le processus de recrutement en TS. Et ma première question est quel profil recherche EY en TS, que ce soit école précédente ou stage précédent? Ouais. Alors, au niveau des écoles, vous êtes tous au courant, je suis sûr qu'il y a historiquement chez EY une attente particulière pour le Transaction Services en termes de type d'école. Une attente qui est en train de se transformer puisque on accueille de plus en plus au sein de nos services par très bonne expérience passée
des profils d'école plus générales. Donc, c'est à la fois école de commerce, école d'ingénieur. Pour moi, ce qui est important, c'est que vous ne pouvez pas arriver trop jeune en transaction services sans avoir fait de stage en finance d'entreprise. Je pense que c'est trop compliqué parce que, et notamment, c'est pas tant que je veux que vous soyez capable de réaliser nos analyses tout de suite, mais ça m'intéresse plus que vous ayez de la culture générale sur des enjeux de finance d'entreprise, ce sur quoi moi je fais le recrutement, par exemple. Donc, vous pouvez faire du contrôle de gestion, vous pouvez faire du M&A, vous pouvez faire du private equity, vous pouvez avoir fait de l'audit. Le paysage des opportunités de finance d'entreprise est très large, mais je recommanderais que vous fassiez déjà une première expérience ou une deuxième expérience en finance d'entreprise avant de candidater chez nous, puisque l'obtention d'un stage est conditionnée à ça déjà. Alors, en CDI, encore plus. Ok. Et, euh, et est-ce que vous recrutez en ce moment chez EY? Et, Alors, les recrutements sont ouverts. Ils sont clôturés pour septembre 2023. On est en juin en même temps, donc c'est déjà un peu tard. Mais je veux dire, pour janvier 2024, les recrutements sont ouverts. Donc, n'hésitez pas à la suite du webinaire de pouvoir me contacter si vous souhaitez candidater au sein de nos services. Nous on a la capacité chez EY, et ça, d'autant plus cette année, je m'en suis rendu compte avec la reprise des interviews en physique, enfin, des entretiens en physique, en fait, de vous proposer des entretiens chez nous quasiment toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, on voit des candidats tout au long de l'année. Donc voilà, pour janvier 2024, les candidatures sont ouvertes. et comment postuler à ces candidatures? C'est sur le site internet du EY. Alors, bah, il y a plusieurs moyens. En effet, il y a le site internet, aussi vous avez des collaborateurs qui vont passer votre CV en interne, sans problème. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez votre CV, vous pouvez me le partager. Et puis, vous avez aussi un autre canal qui marche très très bien et qui est historiquement celui qu'EY a le plus occupé, c'est le recrutement auprès des forums d'école, puisqu'on participe à tous ces forums. Et, euh, et par rapport au format de la candidature, quels sont les éléments valorisés par les cabinets du Big Four dans un CV comme EY? Alors moi, je pense que au niveau du CV, qui est quelque chose d'assez factuel, je pense que c'est la cohérence de votre parcours. J'ai besoin de comprendre que vous avez en tête l'objectif de travailler en finance d'entreprise. Voilà. Donc ça, faut que vous constituiez les différentes étapes de ce projet. Euh, et une fois que c'est fait, pour moi, c'est déjà un très bon point. Sur les autres aspects, bon, bah, après, ça va dépendre au cas par cas. Vous avez sûrement des qualités, même extra-professionnelles, qui peuvent être intéressantes pour apporter à la conversation lors de l'entretien. Mais le CV, c'est vrai qu'il y a une partie de screening de CV. Bon, bah, ça, c'est votre école et les expériences de stage. Donc, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus parce que c'est assez factuel. Le deuxième aspect, c'est d'arriver préparé, c'est-à-dire de faire vos homeworks un petit peu pour l'entretien. Et ce qui va vraiment différencier, c'est que vous sachiez à peu près ce dans quoi vous vous engagez. Tu m'as posé la question que sur le CV pour l'instant, donc je te laisse poursuivre, Zayat, si tu as d'autres points. Oui, et j'arrivais à la lettre de motivation aussi. Et je voulais te demander quels sont les éléments à valoriser sur la lettre de motivation pour se démarquer en TS par rapport aux autres métiers de la corporate finance, par exemple, et surtout pour EY par rapport aux autres cabinets. Oui, alors par exemple, alors pour la lettre de motivation, même si c'est quelque chose qui est moins récurrent maintenant, c'est plus forcément quelque chose qu'on utilise tout le temps. Je pense que ce qui est important, c'est que vous démontriez le cheminement logique de votre parcours en finance d'entreprise. Deux, que vous soyez capable de démontrer que vous êtes intéressé à EY par rapport aux concurrents. Voilà, donc vous avez échangé avec des anciens d'EY ou vous avez regardé des deals que EY a pu faire. Et puis, troisième aspect, d'arriver quand même prêt à l'entretien, parce que c'est vrai que moi, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de candidats qui n'ont pas forcément réalisé l'investissement personnel nécessaire pour arriver prêt à un entretien. Alors, quand je dis ça, c'est d'étudier la finance d'entreprise, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qui se pose comme question en banque d'affaires. Alors,
Nous, en TS, ce n'est pas des cas pratiques aussi standardisés qu'en conseil en strat ou en banque d'affaires. Je pense que c'est même plus simple que le conseil en strat, à mon avis. Mais il faut quand même arriver préparé, c'est-à-dire que si on vous pose la question de qu'est-ce qu'une dette nette financière ou qu'est-ce que le BFR ou qu'est-ce que le working capital, comment on valorise une société qui n'est pas cotée, euh, quel est le bridge entre la valeur d'entreprise et l'equity value. Ça, ce sont des éléments qui sont quand même indispensables pour qu'on s'assure, nous, que vous ayez déjà étudié la finance d'entreprise. Ça, c'est des choses qui, normalement, doivent être en cours, apprises en cours. Malheureusement, et c'est ce que tu disais en introduction par rapport à l'origine de TrainingView, y compris moi pour mon école à l'ESSEC, et pourtant j'en donne des cours, donc je suis le premier à savoir ce qui se fait. Euh, on n'enseigne pas les concepts de finance d'entreprise suffisamment utilement. Je n'allais pas dire bien, mais utilement, parce que finalement, on ne vous met pas assez les choses concrètes qui sont demandées par les professionnels des banques d'affaires, etc. Donc, c'est une dimension trop académique parfois. Et alors, il y a certains étudiants qui sont assez fins pour aller chercher l'aspect opérationnel qui correspond au concept académique qu'on vous apprend. Mais parfois, il y a certains étudiants qui sont un petit peu plus perdus ou qui ont moins enfin, qui n'ont pas forcément beaucoup de stages ou n'ont pas été baignés dans un milieu très corporate finance et qui ont besoin d'aide. Donc, du coup, c'est tout l'aspect utile de Training You, c'est-à-dire de vous aider à savoir où apprendre. Je pense que ça, c'est le plus important pour pas que vous perdiez de temps, sachant que le temps est déjà limité. Oui, et chez Trainigo et surtout sur le cours TS, on essaye de régler ce petit décalage, comme j'ai dit pardon, au départ, entre, oui, certes, tout le monde a des cours de finance en école, mais on essaye de répondre aux questions d'entretien plus en détail dans le cours. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai pas passé beaucoup d'entretiens dans ma vie, mais j'en ai passé quelques-uns en sortie d'école. Et ce qui était hyper important pour vous assurer la réussite aux entretiens, c'est que vous puissiez vous forger votre propre conviction sur je serai le bon consultant demain. Et ça, ça se voit directement. Moi, sur les annotations que je fais sur les recrutements, c'est vraiment ce qui diffère un bon candidat d'un candidat excellent qu'on prendrait quasiment tout de suite. C'est vraiment d'arriver à se créer une posture de consultant et de se poser la bonne préparation sur, tiens, bah, qu'est-ce que j'ai fait comme stage, comment je peux le mettre en valeur, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce qu'on fait exactement dans le métier que je rejoins, pourquoi cette équipe plutôt qu'une autre. Si vous répondez déjà à cette question, vous êtes sûr de gagner. Et, je voudrais revenir encore plus en détail sur l'entretien en TS chez EY et comment on pourrait valoriser notre fit pendant l'entretien, avoir un très bon fit. Oui, ben, le fit, pour moi, la meilleure méthode, ça reste la méthode de la feuille blanche. C'est-à-dire que vous essayez de vous simuler l'entretien chez vous avant de passer l'entretien et vous essayez de créer un cheminement logique qui soit assez punchy et pas trop long sur votre parcours. Ok. Surtout, ne lisez pas votre CV ligne à ligne face à la personne parce que justement, la personne est en train de lire votre CV souvent quand vous discutez, vous vous présentez et elle veut en savoir plus. Donc, essayez de raconter une histoire, c'est déjà ça, vous aurez déjà compris ce qu'on fait en conseil. Et par rapport à la partie technique, je sais que tu nous as donné quelques exemples de questions que tu poses en entretien, mais si on peut revenir un peu plus en détail sur les questions qui se posent en entretien en TS, et est-ce qu'il y a une étude de cas aussi? Alors, ça dépend du type de profil qui rejoint nos services. Quand vous rejoignez le service en tant que junior ou stagiaire, il n'y a pas d'étude de cas, il y a des questions générales d'entretien. Et moi, quand je fais passer les entretiens, il y a des questions techniques que je pose parce que j'estime qu'il faut que vous ayez préparé un petit peu la matière avant d'arriver chez nous. Après, quand vous êtes sur des profils expérimentés, donc senior plus, là, il y a des études de cas. Et ce sont des études de cas de mise en situation opérationnelle de Transaction Services. Donc, on va vous raconter 10 histoires, par exemple, et on va vous demander de réagir par rapport à ces histoires. Et je pense que le meilleur moyen de vous y préparer quand vous êtes junior ou senior, je pense que sur Internet, il reste quand même
crois que c'est principalement d'autres cabinets, des exemples de phrases de transaction services. Mais généralement, c'est tiens, telle usine s'est enflammée en octobre. La performance était de temps sur les 10 premiers mois de l'année. Quel ajustement devons-nous prendre en compte? Voilà, c'est ce type de mise en scénario qu'on propose. Et je pense le point le plus essentiel pour réussir ces entretiens, c'est de bien maîtriser les états financiers. C'est-à-dire que moi, je vais m'assurer de savoir si vous êtes expert, novice ou confirmé sur la lecture des états financiers. Je voudrais juste rebondir sur ça pour les personnes qui préparent en ce moment les entretiens en TS. N'hésitez pas à faire un tour sur la plateforme TrainingView. On a un cours en TS qui remet les personnes en situation d'entretien, où il y a des exemples de questions d'entretien, et surtout sur la partie comptabilité, qui reste la base et qui reste importante dans un métier dans un métier de corporate finance en général. J'ai fini avec la partie du process de recrutement. Ma question pour toi, Alexis, est la suivante. Quelle est la journée type d'un junior en TS? Alors, journée type d'un junior, donc c'est déjà d'être associé à un projet, une équipe. Donc, quand on part de ce point de vue-là, il est possible que vous rejoigniez un début de projet, donc à ses commencements, que vous rejoigniez un projet en cours, c'est plus rare, et donc vous êtes associé à un projet. Après, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous allez souvent être associé à un senior qui s'occupe d'un stream de la mission, donc soit l'analyse du compte de résultat, soit l'analyse du bilan, soit l'analyse du tableau de trésorerie. Et vous allez travailler à ses côtés dans la production d'analyses et de tableaux, principalement sur Excel, de graphiques sur Excel et sur PowerPoint. Et finalement, vous allez être le gardien de ces tableaux et de ces graphiques, et vous allez vous assurer que la donnée est bonne. Vous allez avoir beaucoup à produire au début sur les premières années, parce que c'est là où on apprend. Vous allez avoir l'opportunité parfois de rédiger quelques éléments, mais principalement, voilà, les années de junior, c'est surtout la production des tableaux analytiques, le travail sur des bases de données analytiques pour faire ressortir certaines conclusions d'analyse, et puis la maîtrise des meilleurs graphiques qu'on peut faire pour essayer d'exposer nos conclusions. Et peux-tu nous donner aussi, pour avoir un exemple un peu plus concret d'une mission marquante que tu as réalisée chez EY? Oui, alors une mission marquante, pour en choisir une en particulière. Alors, je réfléchis. Je réfléchis sur laquelle je peux vous trouver. Alors attends, je réfléchis même sur les dernières peut-être. Non, je pense que la mission marquante, finalement, ce n'est pas celle qui est la plus importante en termes de taille, parce que finalement, parfois, vous allez travailler sur des très grosses transactions, mais qui sont ce qu'on appelle des LBO quaternaires, ou sur lesquels donc, il y a eu 4 LBO déjà, 4 fonds sont passés sur la société. Donc, généralement, la société, il n'y a plus trop de secrets dans ces opérations, et puis elle est déjà très optimisée. Je pense que la mission la plus singulière, ou je dirais les missions les plus singulières, c'est celle que j'ai pu faire sur des plus petits dossiers, parfois faisant appel à des très gros fonds d'investissement, mais qui s'intéressaient à des PME de très petite taille, et dans laquelle finalement, au travers de la due diligence et de la négociation sur le prix, vous avez la chance de pouvoir travailler avec le dirigeant fondateur de cette petite PME qui a construit déjà une histoire et une performance financière en de nombreuses années qui est remarquable. Et du coup, quand on arrive parfois avec nos gros sabots d'analystes ou de consultants ou de M&A ou de private equity guy, on se rend compte que finalement, tous les efforts de la transaction mènent à la réalisation d'une belle success story, puisque le dirigeant s'en sort avec une session réussie et très
est très intéressante sur un point de vue financier la plupart du temps. Et du coup, c'est vrai que ce qui est le plus intéressant, je trouve, dans nos missions, c'est parfois de mêler le très, très grand, donc c'est des très gros fonds d'investissement, à des sociétés de plus petite taille, parce que ça fait un mix qui, à la fin, devient encore plus intéressant sur la suite, puisque ces sociétés sont souvent acquises pour faire des build-up ou des plateformes de croissance. Donc, du coup, c'est des belles success stories, y compris après une première phase de vie de société. Moi, je pense que le plus important dans notre métier, c'est d'accompagner des sociétés à différentes phases de leur vie. Et chaque mission est très différente. Si vous travaillez sur une PME familiale et vous travaillez sur un LBO sur lequel il y a déjà 4 fonds américains et 3 fonds européens, c'est complètement différent. Et ces missions que tu viens de citer, elles demandent énormément de travail. Ma question est, tu nous parlais un peu du rythme de travail qui est en transaction services pour un junior ou même Oui, un bah, PME. le rythme de travail, il est plus faible qu'en M&A. Ça, je ne vous dirai pas de mensonge par rapport à ça. Est-ce qu'il est faible? Il n'est pas faible parce qu'on travaille quand même des longues heures par rapport à un travail classique. Ça reste un travail de consultant, donc vous vivez au gré des besoins de votre client. Donc, en fonction du client, vos nuits peuvent être un petit peu plus courtes. Mais moi, je constate quand même, par rapport à mon expérience d'avant Covid, un changement drastique de nos approches concernant l'émission et la réponse client. C'est-à-dire que je pense que les gens ont gagné en efficacité, et deux, je pense que de manière générale, les gens poussent peut-être un peu moins que par le passé, que ce soit côté client ou côté consultant. Et du coup, on se retrouve avec un métier hyper intéressant au plus près de la transaction, avec des horaires qui restent corrects. Donc, ça donne un équilibre intérêt slash équilibre bipro qui est assez intéressant. Et le secteur, on sait que le secteur actuellement fait face à plusieurs difficultés, que ce soit des difficultés un peu macroéconomiques, géopolitiques, mais aussi des conditions de financement qui deviennent de plus en plus difficiles. Selon toi, quels sont les faits marquants des prochains mois? Alors, c'est marrant parce que ce sujet des risques géopolitiques et du ralentissement de l'activité M&A au monde, je crois qu'elle est très ressentie aux États-Unis. Donc, c'est des choses qu'on lit dans le Financial Times, dans le Wall Street Journal, etc. En France, je crois que le secteur du private equity et du M&A est très résilient. En tout cas, nous, chez EY, on a eu une activité constante depuis octobre, euh, malgré les turbulences géopolitiques, etc. Je vois le carnet de commandes qui me paraît très, très, très bien rempli également. Donc, j'ai l'impression que finalement, le métier du transaction services est tellement bien implanté auprès de différentes strates de clients, que ce soit des corporates ou des fonds d'investissement, que quand l'un des deux groupes performe un peu moins, alors le private equity large cap avait en effet des problèmes de financement via l'endettement euh, des banques sur les derniers mois, et du coup, ce qu'on pense par d'autres secteurs, et c'est d'autant plus important, je trouve, pour répondre à une des questions que tu avais posées au début, de travailler dans une grande structure comme EY, parce que quand un secteur de clients ne va pas bien, ça te permet de te déporter sur un autre. Et, euh, du coup, j'imagine que face à cet environnement, l'activité TS, pardon, chez EY continue à recruter et n'a pas changé Oui, sa politique de recrutement. ouais, non, je pense que sur ça, c'est important de le préciser, notamment parce qu'on a eu pas mal d'articles de presse sur le projet avorté de scission entre l'audit et le conseil chez EY, qui aurait pu amener des doutes sur notre capacité à nous replonger dans la croissance hors projet de scission. Mais en réalité, les projets de recrutement et le nombre de recrutements est toujours aussi élevé. Et il n'y a aucun ralentissement qui serait pris en compte cette année en tout cas. On dit aussi souvent que le private equity est souvent considéré comme un exit possible après quelques années en TS. Est-ce que tu confirmes cette information? Alors oui, je le confirme factuellement parce que j'ai de nombreux de mes seniors qui sont partis en private equity.
Donc, c'est tout à fait quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est apprécié des fonds parce que le profil du Transaction Services Consultant est de plus en plus mis en avant parce que finalement, il apparaît certes moins project manager qu'un M&A. Donc, le banquier M&A reste le project manager de la transaction, c'est certain. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui recrutent d'anciens banquiers d'affaires parce que le private equity, c'est avant tout un métier aussi de project management très ouvert. Mais d'un autre côté, ils se sont rendus compte que sur des transactions qui sont de plus en plus rapides, qui sont de plus en plus complexes parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant, et aussi dans une volonté de vraiment démontrer la création de valeur à leurs investisseurs, les fonds de private equity s'orientent de plus en plus sur les profils de transaction services parce qu'ils sont analytiques, ils sont doués techniquement et ils sont aussi très à l'aise avec les équipes de direction et pas que financières finalement, parce qu'en TS, on ne fait pas que du chiffre bête et méchant, on doit comprendre la stratégie commerciale d'une société. Donc finalement, ils sont à l'aise avec les dirigeants des sociétés en portefeuille. Donc ça, ces trois qualités, elles sont hyper importantes pour réussir en private equity. Et c'est quelque chose que l'analyste de Transaction Services arrive tout à fait à réunir. Et quelles sont aussi les autres transitions possibles après un passage en TS? Alors après, les autres passages qu'on peut faire post-TS, pour moi, il y en a plusieurs. Il y en a un premier, c'est de rejoindre le corporate. Donc, c'est-à-dire de rejoindre une direction financière donc soit en DAF, soit en département M&A. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième aspect, on peut aussi, sur un second passage de vie Transaction Services, euh, au-delà de la direction financière et du private equity, rejoindre parfois, ça arrive, hein, que des gens s'intéressent davantage à l'aspect project management et deal management d'une transaction. Donc, il y a des gens qui partent en M&A après. Et beaucoup en M&A interne. Merci à toi, Alexis, d'avoir répondu à mes questions. Avant de passer au Q&A et de te lire les questions que j'ai sur le chat, je vais juste repartager mon écran pour présenter les packs TradingView. Voilà, pour ceux en fait qui cherchent un stage en corporate finance, que ce soit en TS chez EY ou chez un autre cabinet. Et comme c'est la période de recrutement pour les prochains entrants en janvier 2024, n'hésitez pas à faire un tour sur nos packs Training You qui sont assez complets. On propose trois différents packs qui sont sans engagement, c'est-à-dire vous pouvez prendre un mois et résilier ensuite. Cela dépendra de votre temps de préparation et de votre besoin. Dans ces packs, vous trouvez 22 cours, M&A, Corporate Finance, Summer Internships et des outils pratiques Excel et PowerPoint. Plus de 300 questions d'entretien corrigées et qui sont corrigées par des professionnels en poste. Trois tests d'entraînement sur la technique et 65 fiches banques et de fonds PE. Et enfin, des webinaires et podcasts exclusifs avec des professionnels pour avoir des retours d'expérience un peu plus concrets. Et la semaine prochaine, nous aurons Léopold Litti, qui est analyste associate M&A Real Estate chez Société Générale. Et ça sera du coup le mardi 13 juin à 12h15 aussi. Voilà, première question que j'ai pour toi, Alexis. Et doit-on passer par l'audit pour faire du TS ou peut-on apprendre sur le tas en tant que junior? Est-ce qu'on peut démarrer une expérience en TS sans background en corporate finance plus général, Ouais. Je pense que la question, pardon, la réponse à cette question, c'est que non, il ne faut pas faire de manière indispensable de l'audit avant le TS. On peut tout à fait faire du transaction services en ayant fait d'autres expériences en finance d'entreprise.
Pourquoi faire appel à un cabinet de TS pour une cible alors que la cible est déjà auditée? Alors, parce qu'en fait, on ne fait pas du tout la même. L'objectif de nos travaux n'est pas du tout le même que celui d'un commissaire aux comptes qui audite légalement une société. Il faut que vous différenciez bien la mission d'audit contractuelle et la mission d'audit légale. Mission d'audit légale, vous vérifiez que les chiffres, selon une assurance raisonnable, sont justes. Donc, en fait, ça veut dire en gros que vous mettez en place des systèmes de test et d'échantillonnage et des procédures pour vous assurer que les chiffres ne sont pas trop faux. Donc ça, c'est l'audit légal. Mais ça, c'est un audit qui est demandé par la loi une fois que vous franchissez des seuils. Et après, vous avez l'audit contractuel qui, lui, est une mission purement de conseil, qui est sur mesure, qui ne fait pas appel à une obligation légale et qui, elle, va se concentrer sur des travaux beaucoup plus poussés que l'audit légal, en tout cas pour répondre aux besoins de nos clients, qui sont très divers. Donc, ça peut être l'EBITDA ajusté, ça peut être la dette nette ajustée, ça peut être la compréhension de la variation de la marge brute, etc. Donc, différenciez bien dans vos entretiens audit légal et audit contractuel, sachant qu'en plus, il y a des vrais Chinese walls entre les deux. C'est-à-dire que chez EY, on ne travaille pas avec nos commissaires aux comptes sur les transactions. Hein. Ok. Ouais, je pense que c'est assez clair. Autre question, y a-t-il des travaux de modélisation financière en TS? Si oui, à quel pourcentage environ? Alors, sur la modélisation financière, Oui. oui, alors il y a une grosse part de modélisation financière qui, lorsqu'on on s'attaque à des cibles qui ont des business plans importants dans le cadre de la transaction. Donc, c'est-à-dire qu'on va souvent travailler avec BCG, Bain ou d'autres cabinets de conseil en strat en lien avec nous pour établir quelle est la vision du business plan, du plan d'affaires de la société. Donc, il y a de la modélisation financière. Il y a moins de modélisation financière que si tu travailles en valuation ou en face, chez nous, face, c'est le service d'expertise comptable qui est chargé d'établir des reportings financiers pour les sociétés. Là, il y a beaucoup de modélisation. Et quelle est la durée moyenne d'une mission en TS? Alors, ça peut aller d'une semaine à 2 années. Hein. Donc, la durée moyenne, elle se situe aux alentours de 3 semaines. Et autre question, à quelle tranche de salaire peut s'attendre un junior en TS chez EY? Alors, pardon, j'ai pas bien entendu la question. À quelle tranche de salaire peut s'attendre un junior en TS chez EY? Alors, je crois que maintenant, il a été abandonné la différenciation par école. Donc, ça va me faciliter la réponse. Mais vu que je ne veux donner que des chiffres précis et que j'en ai pas, je vais vous donner une branche de salaire. Je pense que ça doit être à mon avis, entre 45 et 55. On a parlé des transitions après du TS vers des fonds PE et du M&A. Est-il possible de rebondir en conseil en stratégie? Et ça, c'est tout à fait possible. Je pense qu'il y a certains profils qui finalement se découvrent consultants en stratégie pendant leur expérience en TS. Et donc, c'est des profils qui sont tout à fait recherchés. La preuve en est, il y a beaucoup de chasseurs de tête qui regardent certains de nos profils en TS pour compléter leurs équipes quand ils sont en phase de recrutement actif. Et est-ce que là, je te poserai des questions plus sur le process de recrutement chez EY en TS. Est-ce que l'alternance est possible? Et quel est le process de recrutement pour une alternance en TS chez EY? Est-ce qu'il est pareil que celui d'un stagiaire? C'est le même que celui d'un stagiaire et l'alternance est possible. Ok. Euh, peu de questions que j'ai sur le chat. Est-ce qu'il y a de la mobilité, des déplacements en France ou à l'international dans le cadre des stages ou des alternances, voire même des premiers CDI chez EY? Alors, il y a de moins en moins de déplacements parce que le Covid est passé par là, donc on reste des équipes qui sont assez casanières, mais il y en a quand même. Et puis après, les mobilités en France ou à l'international, c'est-à-dire que quand vous travaillez chez EY, il est tout à fait possible de faire des expériences dans les bureaux internationaux. Donc, c'est ça qui correspondrait à la mobilité internationale. Et quel est le volume des recrutements en janvier ou septembre? Le nombre de personnes recrutées pour des Alors, stages? j'ai plus le chiffre en tête, mais la réponse, c'est il y en a suffisamment pour que vous candidatiez et que vous ayez une chance de l'avoir.
Et peut-on convertir les stages, surtout de fin d'études, en CDI chez EY? Est-ce une bonne Oui, stratégie? c'est très recommandé et c'est souvent le cas d'ailleurs. Pour gravir les échelons, plutôt passer le CFA ou le DEC? En fait, c'est complètement différent, le TFL, le DEC. Moi, j'ai le DEC. Du coup, le DEC, c'est un diplôme d'expertise comptable qui est focalisé sur la finance d'entreprise, alors que le Chartered Financial Analyst, le CFA, ça, c'est beaucoup plus orienté finance de marché. Il y a quelques éléments de finance d'entreprise, mais ça ne vise pas forcément les mêmes profils. Après, gravir les échelons, il y a de moins en moins d'experts comptables dans nos services parce que c'est très long et assez chronophage comme parcours pour décrocher le diplôme. Donc, ce n'est pas ce qui vous empêchera de gravir les échelons, en tout cas chez nous. Qu'on se rapproche un peu plus de la fin du webinaire, je prendrai deux dernières questions si ça te va, Alexis. Oui. C'est pourquoi EY et LTS en général prend très peu de césures et quasiment que des fins d'études, et quelles sont les étapes et combien de tours de recrutement il y a pendant les processus de recrutement chez EY? Alors, sur le premier point, bah, ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver en TS trop jeune dans ton expérience de finance d'entreprise parce que sinon, tu vas être amené à faire des tableaux et des états financiers sans trop comprendre l'utilité. Donc ça, c'est mon premier commentaire là-dessus. On recrute des gens qui ont des expériences en finance d'entreprise avant d'avoir fait du TS. Donc ça peut être de l'audit, ça peut être du contrôle de gestion, ça peut être un petit peu de tout. C'est pour ça qu'on prend des gens qui sont plutôt en fin d'études ou en deuxième partie de césure. Et ensuite, la deuxième question, c'était sur… Il y a les tours de recrutement quand bien il y en a. alors, junior, stagiaire, il n'y en a qu'un seul. Donc, enfin, vous avez un atelier général, je pense, avec les équipes RH sur des questions de fit et un test technique, un test numérique, je crois. Et ensuite, vous avez un entretien avec un manager qui sera désigné pour la candidature. Et le deuxième point, c'est que si vous candidatez en junior, vous aurez un entretien avec un manager et un entretien avec un associé. Ça. Voilà. Euh, je pense que je peux mettre fin à la session Q&A. Pour ceux qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, Instagram ou par mail. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Et pour ceux qui veulent se préparer pour des entretiens, n'hésitez pas à faire aussi un tour sur notre site internet pour voir tous les packs qu'on propose et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour rester informé de tous les autres événements et webinaires qu'on organisera. Merci à toi, encore une fois, Alexis, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous tous d'avoir été présents et pour votre attention. Ok, Voilà. super. Avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions sur LinkedIn. Ce sera plus facile. Et puis, en effet, n'hésitez vraiment pas aussi à utiliser les plateformes qui complètent vos cours comme TrainingView parce que je trouve que parfois, le risque, c'est d'arriver un petit peu trop, je dis jeune, mais un petit peu trop dry sur les entretiens. Donc, ça vous permet de construire une vraie posture, je pense, d'arriver serein, ce qui est un facteur très différenciant quand nous, on fait passer tous les entretiens. Voilà. Merci à toi, Alexis. Merci à tout le monde. Bonne journée à tous et au revoir au prochain webinaire. Super, merci, à bientôt.